Bienvenue à Akanga, un centre culturel situé à Porte-Novo. Akanga est doté d'une bibliothèque, d'une librairie et d'une maison d'édition nommée Dagan Édition. Découvrons ensemble la richesse culturelle et cultuelle de l'Afrique à travers ses différentes interventions. À la découverte avec le centre Akanga. Gracien Arwamenu, alias LPP, que je décline de différentes façons, ou le petit poète, ou le poète patrimoniteur, architecte de formation, mais musicien et artiste dans l'âme, ce qui fait que je n'ai pas pratiqué l'architecture, j'ai très vite dévié vers la communication, la promotion artisanale. Donc là j'étais dans le patrimoine matériel, et puis j'ai basculé à partir de 2008 du patrimoine matériel au patrimoine immatériel quand je suis tombé sur un livre qui m'a ébloui, Le Code de vie du primitif, sagesse africaine selon IFA, de feu le docteur Basile Adjoumouni, qui a changé ma vie. Voilà à peu près. Aujourd'hui, tu es devenu incontournable au Bénin et au-delà des frontières du Bénin en matière du phare. Et comment tout ça s'est mis en place? Tu n'étais pas destiné A priori non, mais potentiellement oui. Je suis une éducation chrétienne, mais j'étais toujours très sceptique. J'avais du mal à croire ce qu'on m'imposait de croire. Je cherchais à comprendre. Donc, j'avais un esprit rebelle par rapport à mon éducation chrétienne. Et j'ai été séduit par la découverte de la sagesse bouddhiste. Ensuite, je suis tombé sur le Fa, la sagesse du Fa, avec le livre du docteur Adjoumouni. Et là, je me suis rendu compte que j'étais passé... Alors, j'ai découvert ce livre en 2009, j'avais 53 ans. Je réalise que j'ai passé 53 ans en marchant à côté de mes pompes. Et j'ai décidé de rechausser mes pompes. Et je ne fais que ça depuis 15 ans bientôt. Comment s'est fait ton apprentissage du phare? Alors, j'étais dans une collecte de littératures orales transcrites par des auteurs contemporains. Donc, je collectionnais proverbes et contes parce que je trouvais qu'ils avaient une dimension éducative très intéressante. Donc, je les collectais pour animer une production audiovisuelle que j'envisageais d'appeler Clair de Lune. L'idée, c'était de reconstituer les soirées de Clair de Lune, de contes au clair de lune, pour remplacer les telenovelas, les bêtises dont on nous abritait aujourd'hui, alors que nos ancêtres n'avaient pas de télé, mais ils éduquaient par le conte. Les soirs au clair de lune, les soirs de pleine lune, les anciens se réunissaient et les initiés se servaient de cette arène-là pour faire l'éducation morale des jeunes générations. Donc je voulais réhabiliter ce concept-là. Et c'est en collectant cette littérature qu'une amie me dit « Ah, mais écoute, j'ai un livre qu'un de mes tontons a écrit, auquel je n'ai rien compris. » Elle me donne les 2 premiers tomes du Code de vie du primitif. Et moi, je comprends tout, ça me paraît limpide. Et je retrouve les racines de tous les contes que je découvrais dans les livres. Tous les contes qui étaient dans les littératures orales, tirés des littératures orales, transcrites par écrit, par différents auteurs, je retrouvais leur équivalent dans les fables du Fa. Je me suis dit, mais j'étais dans les feuilles et les branches, là je suis en train d'attaquer le tronc et les racines. Et je lui ai demandé les 2 autres tomes. Et j'ai dévoré les 4 tomes, 1200 pages, en 3 mois. Et après je lui ai dit, bon, maintenant j'ai besoin de rencontrer ton tonton là, parce que j'ai 1000 questions à lui poser. Il a fait un travail remarquable, mais je bouillonne de questionnements, et c'est comme ça que cet ami m'emmène un jour de mars-avril 2009 à la résidence du docteur Basile Adjoumouni, qui ce jour-là me révèle que nous sommes cousins malgré 34 années d'écart. Il est de 1922, moi de 1956. En 5 minutes, il me fait un cours d'histoire et de généalogie et me montre comment, si nous allons à Bomé, lui et moi, nous serons assis au même rang, parce que nous descendons au même titre du roi à Bongo. Donc là, je lui dis, mais ce monsieur, c'est une mine d'or. Et je me suis attaché à lui. J'ai négocié avec lui qu'il m'accorde une dizaine d'entretiens, que je vienne 2-3 fois par semaine pour lui poser des questions, pour ne pas abuser de son temps. On a choisi d'émietter. Et après une dizaine de séances, nous nous sommes adoptés mutuellement. C'était mon tonton, mon fofo, mon tuteur, mon père spirituel.
Et les 10 dernières années de sa vie, de cette rencontre en 2009 jusqu'à sa mort en 2019, nous avons été comme cul et chemise. Et aujourd'hui, quand ses enfants organisent des célébrations, anniversaire de sa naissance, anniversaire de son décès, il m'associe comme un frère. Tu n'as pas été choqué par la fin du titre du livre Primitif? Absolument. Et je lui ai posé la question au cours de nos entretiens. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez choisi, à l'époque c'était au début, je le vous voyais encore, pourquoi avez-vous choisi un terme si péjoratif pour parler d'un tel trésor? Et il éclate de rire. Et il me dit, mais c'est un pied de nez, c'est de l'ironie. Ils ont prétendu que nous étions des primitifs. Je leur fais la démonstration que nous avons de quoi éclairer la famille humaine tout entière. Voilà pourquoi j'ai choisi le code de vie du primitif. Alors, qu'est-ce que le phare? Alors, je vais reprendre la réponse qu'il m'a faite quand je lui ai posé cette question en lui disant, en peu de mots, qu'est-ce que le phare? Et il m'a dit, le phare, il a d'abord pris une grande respiration, il a médité, et puis au bout de quelques secondes, il me dit, le phare, c'est l'éthique de la relation. Et je l'ai expliqué au cours de la conférence avec le diagramme tripolaire. Le phare est un système de savoir qui nous propose des réponses à 3 problématiques existentielles. Et je reprends la formule du docteur Abdounouni, l'éthique de la relation. Le phare, c'est l'éthique de la relation de l'homme à lui-même et à ses semblables, le pôle créature. C'est l'éthique de la relation de l'homme à l'environnement et à la nature, c'est le pôle création. Et c'est l'éthique de la relation de l'homme à l'invisible, au cosmos et au divin, c'est le pôle créateur. Donc imaginez les 3 branches d'une étoile d'une Mercedes. L'étoile a 3 branches. En bas à gauche, créature, en bas à droite, création, et en haut, créateur. Sur le pôle créature, le phare propose sagesse et éducation. Sur le pôle création, écologie et pharmacopée. Et sur le pôle créateur, divination et spiritualité. Donc quand on décrit le phare comme étant la divination, c'est le réduire de 6 disciplines à 1. C'est ce scandale que je combats par la connaissance partagée en disant non, le phare c'est une science holistique, tripolaire, qui propose sur chaque pôle 2 disciplines. Sagesse et éducation, écologie et pharmacopée, divination et spiritualité. Donc c'est là qu'on a l'art divinatoire et le vaudou. Donc le vaudou fait partie du système du phare. Comment tu expliques que le phare a été diabolisé? Ce qui fait votre force. Et si on veut vous affaiblir et vous assujettir, il faut vous débarrasser de votre force. C'est aussi simple que ça. Le blanc qui était venu pour nous assujettir et exploiter nos forces, notre sol et notre sous-sol, il s'est acharné à nous éloigner de ce qui faisait notre force. Et c'est un écrivain, un économiste togolais, M. Damien Kounaté, qui dit, que je me souvienne bien, il a une définition du développement en 2 phrases. Est une vision élevée, identitaire et structurelle. Connais-toi toi-même, sois toi-même, construis-toi toi-même. Le blanc s'est acharné à nous apprendre à ne plus nous connaître, à brouiller notre esprit, en nous imposant sa culture, ses croyances, son savoir. À partir du moment où tu ne te connais plus toi-même, tu deviens vulnérable. Et jusqu'aujourd'hui, nous restons vulnérables parce que ce qui est de nous-mêmes n'est pas enseigné dans notre système éducatif formel. Ni le phare, ni le vaudou, qui fait partie du phare. Donc cette science ancestrale n'est enseignée nulle part, sauf dans des niches à l'université. Ceux qui font l'être moderne, qui ont la chance de croiser sur leur chemin le professeur Kakuma Oyon, entendront parler du phare. Ceux qui font anthropologie auront quelques cours, on en parlera. Mais contrairement aux anglophones qui ont les African Studies dans leur cursus, quelle que soit la discipline faite, que vous soyez médecin, ingénieur, homme de lettres, juriste, vous apprenez African Studies, vous apprenez qui vous êtes. Le système francophone a réussi cet exploit formidable de nous déraciner. Donc c'est un génocide culturel dont nous sommes les victimes. Mais le pire, c'est que le colon est parti depuis 63 ans et nous sommes complices du génocide. Ça s'appelle un suicide. Donc nous sommes en posture suicidaire et c'est pour combattre, c'est un drame.
être en train de se tirer une balle dans le pied ou dans la tête. Il faut être fou. Donc moi, au lieu d'aller jeter des bombes là où je ne vous dirai pas, à l'école, à la mosquée ou à l'église, ma bombe, c'est la connaissance partagée. Réconcilier le Béninois, l'Africain, avec la richesse que ses ancêtres lui ont léguée, mais que des gens très mal intentionnés ont choisi de diaboliser à ses yeux pour l'en détourner, l'affaiblir, le rendre vulnérable et l'assujettir. Donc si on veut se réveiller, il n'y a pas de renaissance africaine sans reconnexion à notre héritage. Et notre héritage n'est pas croyance, il est science. Donc voilà pourquoi je ne sais pas faire autre chose que parler d'IFA. Et ça me vaut 2 surnoms. De feu le docteur Basile Adjoumouni, qui m'appelait le pédagogue d'IFA, et du Bokono, du maître Bokono Fond, Adjissa, qui est considéré comme le pape du FA dans l'ère culturelle Fond, qui lui m'a surnommé, c'était en août 2012. Ma 2e conférence, je l'ai invité à parrainer l'ouverture. Comme je savais que son emploi de temps était chargé, je lui ai dit, j'ai besoin de toi, de ta présence 15 minutes. Vous savez quoi, il est resté jusqu'à la fin. Parce qu'il trouvait ça tellement intéressant, il est sorti, il a pris son téléphone, il a décommandé tous ses rendez-vous, il est revenu, il est resté avec nous jusqu'à la fin. Et là, il m'a dit, toi, tu es dangereux. Parce que quand tu parles du Fa, c'est doux comme le Yuki. Et il m'appelle désormais Favi Yuki. Alors, comment toute cette connaissance, cette sagesse qui est dans le Fa a été transmise? Alors, elle s'est transmise par l'oralité. L'écriture du Fa est très restreinte. C'est 16 pictogrammes, associés 2 par 2 dans une logique binaire, comme sur ma chemisette, et qui se lit par convention de droite à gauche. Ici, c'est l'osso, le 5e pictogramme. Ici, c'est Abla, le 7e pictogramme. Je vous dirai tout à l'heure l'enseignement associé à cela. Donc, un alphabet de 16 pictogrammes génère une écriture de 256 mots-clés. L'écriture de nos ancêtres s'est limitée à une messagerie, parce que les Grecs sont venus se former en Égypte. Nos ancêtres, les prêtres égyptiens, ont enseigné. Et leurs élèves, ont utilisé les connaissances qu'ils leur ont enseignées pour venir les attaquer. Et à partir de là, je ne suis pas historien, mais je soupçonne que nos ancêtres, sentant le danger, aient décidé de ne plus transmettre par écrit, mais que simplement par une messagerie restreinte, et de muscler la transmission par l'oralité. C'est comme ça que les savoirs se transmettent dans nos traditions par l'oralité. Ce qui est dans ta tête qui n'est pas écrit, l'ennemi ne peut pas voler. Donc, on a fui et on a commencé à protéger nos savoirs. Et ils sont passés du domaine public au domaine initiatique. Pour se protéger des agresseurs, il faut que le savoir stratégique reste en cercle fermé. Aujourd'hui, il est temps que nous qui sommes allés à l'école, qui a été un instrument chargé de nous extravertir, de nous aliéner, mais nous utilisions ces savoirs-là pour réhabiliter et diffuser plus efficacement. C'est ce que j'essaye de faire. C'est un collier que tu portes là? Non, alors c'est ce qu'on appelle indûment le chapelet divinatoire et que moi j'appelle l'idéographe. J'ai parlé tout à l'heure des 16 pictogrammes qui génèrent 256 idéogrammes. L'écriture, c'est des couples de pictogrammes. Et voilà l'écran d'affichage. L'instrument que nos Bokono utilisent pour faire la divination, qu'on appelle Okpele en Yoruba, Akpele ou Agumaga en fond. Voilà. Les devins le tiennent par le milieu pour isoler 2 branches de 4. Et chaque branche affiche un des pictogrammes. Et donc les 2 branches affichent un idéogramme. Donc vous voyez, par convention, quand le kori est ouvert, on le symbolise par un trait. Moi j'ai mis des points pour styliser. Et quand il est recouvert, on le symbolise par 2 traits. Donc ici, vous avez les 4 branches qui affichent de haut en bas, ouvert, ouvert, fermé, fermé. Et ici, vous avez ouvert et 3 fois fermé. Donc ça correspond à une configuration du chapelet, que moi je préfère appeler idéographe, parce qu'il permet d'afficher des idéogrammes. Et la capacité d'affichage de cet instrument, c'est 16 à droite, 16 à gauche, 16 x 16, 256, soit un octet. 8 bits. Chaque demi-coque de noix fonctionne comme
une unité d'information présentant deux valeurs distinctes, ouvert ou fermé, 1, 2. Donc le bit, ce n'est pas les Blancs qui ont inventé le bit, nous on joue avec le bit depuis 6000 ans. Donc voilà. Un dernier mot sur la technologie, le rapport phare-technologie. Le binaire. Moi je suis dans la dynamique de la vulgarisation. Simplifier les concepts pour faciliter la transmission et attirer mes compatriotes à renouer avec ceci. Mais il y a des gens beaucoup plus érudits que moi, en mathématiques par exemple, qui ont fait des recherches et qui ont établi, j'ai présenté le livre tout à l'heure, qu'à partir de la logique binaire, on peut aboutir au calcul différentiel, aux intégrales. En tout cas, des notions mathématiques très sophistiquées découlent de cette logique qui est symbolisée par cet instrument qui paraît archaïque et qui est l'ancêtre de nos ordinateurs, l'ancêtre de nos téléphones portables, parce que sa capacité d'affichage, c'est 1 octet. Aujourd'hui, on est arrivé à des giga-téraoctets, mais leur ancêtre à tous, il est là. Et si on n'avait pas été constamment agressé depuis plus de 2000 ans, c'est nous qui aurions développé tout ça. Donc, comme dit Madame Ama Mazama, qui est une panafricaniste que j'admire beaucoup, que chacun soit lui-même et foute la paix aux autres. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos.